L'immigration tunisienne a doublé en France. Nous sommes avec Rayed Chaibi, président de l'association pour la promotion et la coopération de l'amitié entre la France et la Tunisie. N'hésitez pas à nous appeler sur Europe 1 01 80 20 39 21 pour réagir à l'actualité. Eric Tegner. Oui, je voulais mettre les pieds dans le plat parce que à cette question, est-ce que l'immigration tunisienne a apporté de bonnes choses, oui ou non ? C'est vrai que je vous ai trouvé un peu léger, donc je voulais relever plusieurs exemples. Je veux rappeler d'abord que lors de l'attentat de la basilique Notre-Dame de Nice en 2020. C'était un Tunisien, il s'appelait Brahim Aouissaoui et il a assassiné 3 personnes. On se souvient aussi, beaucoup l'oublient, souvent, l'attentat de la gare de Saint-Charles à Marseille, c'était en 2017. C'était également un Tunisien en situation irrégulière, il s'appelait Ahmad Anachi. Et on sait aussi comment Lunel, la ville de Lunel, a fait partir énormément de terroristes, notamment faire le djihad, par exemple en Syrie. On se souvient des 3 frères Moslih, qui sont partis également d'origine tunisienne. C'est-à-dire que il faut rappeler aussi qu'il y a un risque, évidemment c'est pas tout le monde, mais il y a un risque en termes sécuritaires, parce que souvent on va dire l'immigration et l'insécurité, il y a aucun lien. Ben là, ce sont des liens extrêmement concrets. Et ce qui m'inquiète, c'est quand on regarde ces relations, moi je vois que il y a eu 13 414 interpellations de Tunisiens en France. Et il y a eu seulement 1295 expulsions l'année dernière. Là-dessus, le gouvernement tunisien ne fait pas grand-chose. Alors, il y a 2 sujets que vous évoquez. Le premier, vous parlez de cas individuels de ressortissants tunisiens qui sont des criminels. Alors, Rayed Chaibi, dans un instant, on va prendre au téléphone Jamel, qui est un Français d'origine tunisienne et qui va un peu témoigner. D'abord, une question de Gabriel Cluzel. Oui, moi, je suis un esprit simple, donc je comprends pas bien pourquoi il faudrait des moyens, parce que vous dites pour faire tout cela, il faut des moyens pour récupérer des OQTF. Pardon, mais je crois que c'est la France qui paie les billets d'avion, les policiers pour encadrer les OQTF jusqu'au tarmac tunisien. Moi, mes enfants mettraient le bazar dans la famille d'à côté, je trouverais tout à fait naturel de les récupérer. Je crois que nous Français, nous sommes capables de dire quand des Français font du bazar dans un pays d'à côté aussi, la France doit les récupérer. Donc, je vois pas en quoi récupérer des OQTF demanderait une telle débauche de moyens. On reprend, au moins de sa bonne volonté, on reprend les OQTF, voilà. On prend en ligne Jamel. Jamel, vous nous appelez de l'Île-de-France, vous dites je suis français d'origine tunisienne, il y a l'immigration légale, néfaste pour les 2 pays, comme le disait notre invité d'ailleurs, mais aussi celle qui est bénéfique et légale, notamment pour le travail. Beaucoup d'ingénieurs, Jamel. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Merci de me prendre à l'antenne. Mais avec plaisir. Oui, je voulais abonder effectivement sur ce que dit votre invité sur votre plateau. Je pense qu'il faut, moi par expérience, comment je vois les choses, donc j'ai 40 ans, je suis français d'origine tunisienne. Je suis directeur commercial. Il m'est arrivé de gérer une filiale en Tunisie via une entreprise française. Je pense qu'il faut aborder le sujet donc sur la partie, on va dire, économique et immigration, ce qu'on appelle légale, parce qu'on a beaucoup d'ingénieurs qui font l'aller-retour entre la France et la Tunisie, des médecins notamment et beaucoup de personnes. Et ça, on l'a dit, effectivement. Oui, voilà. On l'a dit, oui. Et parallèlement, vous avez aussi, comme tout chaque pays, la problématique donc de l'immigration illégale. Et je pense que il faut aussi nuancer le sujet et réactiver donc les accords de coopération entre les 2 pays et de pouvoir donner des moyens mutualisés pour lutter contre cette immigration illégale et d'avoir, on va dire, des instances bilatérales qui puissent, on va dire, statuer et travailler ensemble sur les difficultés qu'on peut rencontrer. On entend bien Jamel. Eric Tegner a une question pour vous et dans un instant, on aura un ancien policier en ligne. Oui, c'est très intéressant ce que dit Jamel, notamment sur la question industrielle. Moi, je connais des industriels qui, en ce moment, sont obligés de délocaliser des usines en Tunisie parce qu'il y a un problème de recrutement de main-d'œuvre en France. Mais souvent, la réponse, elle doit d'abord être de proposer des salaires mieux payés en France. Ça, c'est fondamental. Ma question pour Jamel, c'est dans ce rapport de l'Observatoire de l'immigration, il y a un chiffre qui est intéressant, c'est qu'ils disent que en 2023, 38% des titres de séjour qui ont été délivrés l'étaient pour des motifs familiaux, contre seulement 35% pour des motifs économiques. Est-ce que selon vous, il ne faudrait pas restreindre beaucoup plus drastiquement cette immigration aujourd'hui familiale, qui n'est absolument pas une immigration choisie? Jamel nous répond. Après, moi, je n'ai pas la tendance et la teneur des chiffres. Je pense qu'il faut statuer sur les dossiers cas par cas. Vous avez beaucoup de Français qui sont mariés avec des gens d'origine tunisienne. Bien sûr. Vous avez quand même une certaine, on va dire, relation historique entre les 2 pays. Et je pense pas que ça se résume uniquement sur un certain nombre de chiffres et sur la partie, on va dire, immigration liée au regroupement familial. C'est pour ça qu'à mon avis, le sujet est tellement important et vu
vu la géographie de la Tunisie par rapport à ses voisins et par rapport aux relations historiques, je pense que il faudrait avoir beaucoup plus de moyens, on va dire intellectuels, et rester sur des choses, on va dire factuelles en termes de regroupement familial. Il peut y avoir des abus comme dans tout autre pays, mais la culture et l'intelligence tunisienne, entre guillemets, est souvent, on va dire, reconnue dans les autres pays arabes et même en Afrique. Merci. C'est là-dessus que c'est important d'appuyer également. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Jamel, pour votre témoignage. Donc, je dis que vous rappelez qu'effectivement, qu'il y a une immigration qui est quand même bénéfique et légale, notamment pour le travail. On va avoir aussi en ligne Hamid. Hamid, 68 ans, ancien policier. Je suis fils d'immigrés. Pourtant, je trouve que l'immigration pose problème. Ils ne s'intègrent pas. Ils font beaucoup d'enfants. Ils doivent s'arrêter. Vous êtes un peu dur, Hamid, non? Bonjour, Hamid. Non, bonjour, non, je suis pas dur. Moi, ce sont des constats. Oh là là, j'ai un retour son, là. Vous avez un retour son. Ouh là là, éteignez votre transistor. Ah bah non, je peux vous dire que mon haut-parleur est éteint et il n'y a pas de problème. Non, c'est-à-dire que je ne suis pas dur. Moi, ce que j'ai dit, bon, moi je suis fils d'immigrés, comme je vous l'ai dit, hein, mon père était kabyle. Hein. Oui. Mais le problème avec beaucoup de ces gens, il y en a qui sont parfaitement intégrés et croyez-moi qu'ils valent tous les jours certains Français de souche, comme il est la mode de le dire. Mais je peux vous dire qu'on a aussi énormément de problèmes avec des gens d'origine maghrébine, principalement dans la délinquance et même autrement. Et moi, j'en ai vu ouvertement qui me disaient, on vient en France, on fait des enfants pour toucher les allocations. Et des gens qui travaillaient peu ou prou, voilà. Alors, ce n'est pas jeter l'opprobre contre ces gens-là. Pas du tout. Mais il est vrai que la France a une politique quand même tellement généreuse sur les allocations que ces gens-là, principalement, et aussi les gens d'origine africaine, font beaucoup d'enfants, principalement pour les aides sociales dont ils peuvent bénéficier. Alors, et voilà, pour revenir à ce qui était dit... on entend un peu tous les sons de cloche. On va donner le mot de la fin dans un instant à Raïd Chaibi. Et pour ce qui a été dit avant, moi je suis tout à fait d'accord pour une collaboration entre la France et la Tunisie, c'est très très bien. Oui. Mais alors dès qu'il y a des ressortissants tunisiens chez nous qui se conduisent mal, qui avec vol, risque d'attentat et tout, là on doit être drastique et la Tunisie doit les reprendre sur le champ. Hamid, merci beaucoup pour votre témoignage. Vous êtes fils d'immigrés. Merci infiniment pour votre témoignage. Ça contrebalance un peu avec le témoignage de Jamel et on voit effectivement qu'il faut marcher sur ces deux pieds-là. C'est ce que vous nous disiez, à la fois une immigration choisie, peut-être plus ciblée, peut-être comme disait aussi Éric Tegner, peut-être moins sur l'immigration familiale, mais plus l'immigration professionnelle, et puis aussi reprendre les OQTF. Dernier mot pour conclure, Raïd Chaibi, président de l'association Amitié France-Tunisie. Sur l'accord de 2008, par exemple, vous avez des métiers en tension qui n'y figurent pas. Je pense notamment dans le domaine sanitaire, mais je voudrais rebondir sur ce que vous avez indiqué tout à l'heure par rapport aux OQTF. Gabriel Cluzel. Je suis pas en train de donner des excuses à la Tunisie de ne pas récupérer ses OQTF. J'ai dit qu'il faut regarder le problème dans son ensemble. Et vous avez indiqué tout à l'heure à juste titre que la France paye le retour des migrants, etc. La Tunisie le fait aussi, sachez-le. Il y a 2 mois de ça, le président de la République a décidé que sur le budget de l'État tunisien, qui n'est pas excessif, que la Tunisie rapatriait sur son propre budget, donc sur le contribuable tunisien, les ressortissants africains subsahariens dans leur pays d'origine. Donc le problème se pose des deux côtés en réalité. C'est pour ça que je dis qu'il faut voir le problème dans son ensemble. Il faut qu'il y ait un contact direct entre les deux chefs d'État. Il faut mettre en place de véritables mécanismes qui permettent de lutter efficacement contre les flux migratoires irréguliers. Merci. Le dernier mot, Éric Tegner, sur le sujet. Oui, pour rebondir sur ce que disait Hamid, sur le problème d'intégration, un chiffre, parce qu'on aime les chiffres. 34,8% des étrangers tunisiens âgés de plus de 15 ans n'étaient ni en emploi, ni en études, ni à la retraite en 2022, contre 12,5% des Français. Donc à un moment, ça c'est une réalité, beaucoup viennent mais ne travaillent pas. La réalité aussi, c'est que nous avons d'excellentes réussites et la première d'entre elles, elle est ici, elle s'appelle Sonia Mabrouk. L'antisémitisme, Charles Kushner, ambassadeur américain en France, dénonce l'absence d'action suffisante d'Emmanuel Macron. Il va être convoqué après une lettre au président. Gabriel Cluzel, est-ce que cela vous choque? Parce que certains accusent déjà l'ambassadeur américain en France d'ingérence.
Non, mais le sujet, c'est pas l'ingérence de l'ambassadeur des États-Unis, c'est surtout de savoir s'il a raison ou non. Et peut-être qu'il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. C'est vrai que une fois qu'on a dit, comme Aurore Berger ce matin, mais non, il n'y a aucune, sur votre antenne, il n'y a aucune ambiguïté sur l'antisémitisme, il y a un combat extrêmement fort, eh bien, on se rend compte qu'on est bien loin de la vérité. Honte à la France qui voit aujourd'hui des Français de confession juive désirer partir en Israël. Israël, un pays donc en guerre, a priori, qu'il juge plus sûr que la France. Mais est-ce que vous auriez imaginé ça seulement il y a quelques mois, quelques années? Je voulais simplement donner un fait qui me paraît intéressant, c'est qu'il y a eu presque un péché originel du reste du règne d'Emmanuel Macron à propos de l'antisémitisme. Ça a été dénoncé même par Elisabeth Badinter à l'époque. Vous savez qu'en 2017, juste avant les élections, il y a eu l'assassinat sauvage de Sarah Halimi. Eh bien, parce qu'on a eu peur de l'effet Paul Voise, vous voyez, c'est le nom de ce grand-père qui avait été frappé, dont on dit qu'il a fait le passage au deuxième tour de Jean-Marie Le Pen. Eh bien, on n'en a pas parlé. On a attendu que l'élection présidentielle soit passée pour parler du caractère antisémite de cet assassinat. Donc, je trouve ça extrêmement révélateur de la suite. Éric Tegner, je prends par exemple la lettre de Charles Keshner. On aura, je rappelle, Alain Jakubowicz, président d'honneur de la LICRA sur Europe 1 dans quelques instants. Il est déjà en ligne, on le prendra dans quelques instants. Rappelons cette lettre. Il exprime sa profonde inquiétude face à la flambée de l'antisémitisme en France et à l'absence d'action suffisante de son gouvernement pour le combattre. Des déclarations qui vilipendent. Alors, dans sa lettre, datée d'aujourd'hui, l'ambassadeur américain reprend l'argumentaire de Benjamin Netanyahou. 2 points. Des déclarations qui vilipendent Israël et des gestes en reconnaissance d'un État palestinien qui encouragent les extrémistes, fomentent la violence et mettent en péril la judaïté en France. Question, c'est peut-être juste ce qu'il dit, Éric Tegner. Est-ce qu'il est dans son rôle? Est-ce que vous êtes surpris par sa convocation aujourd'hui au Quai d'Orsay? Je suis d'autant plus surpris qu'aujourd'hui, convoquer par exemple l'ambassadeur d'Algérie en France semble prendre beaucoup plus de temps de la part du président Macron. Ça, il faut le souligner. Ensuite, je pensais que la lutte contre l'antisémitisme était une lutte universelle. Et il faut situer aussi cet ambassadeur, Monsieur Kushner, est le père du beau-fils de Donald Trump, qui a beaucoup œuvré sur le rapprochement, notamment par exemple entre Israël et l'Arabie Saoudite. Donc c'est un sujet qui lui tient à cœur. Il n'en parle pas uniquement pour des raisons supposées d'ingérence aujourd'hui. Il faut quand même reprendre les chiffres. En 2022, c'était 436 actes antisémites en France. Cette année, l'année dernière, c'était 1570 actes antisémites, avec près d'une centaine qui faisaient preuve d'une extrême violence. On l'a vu parfois, notamment avec ce rabbin, c'était le mois de juin dernier, qui avait été très violemment agressé dans la rue. Pendant tout l'été. Mais oui, et il y a eu des actes antisémites. Tout le temps, en permanence, et on a l'impression qu'Emmanuel Macron choisit de mettre ça finalement sous le tapis. Moi, je pense que d'une certaine façon, il a fait ses comptes. Il s'est dit, en France, il y a 600 000 juifs, et de l'autre côté, il y a près de 8-9 millions de musulmans en France, et il a peur de déplaire à cette catégorie, en plus de faire un amalgame, parce qu'évidemment, une bonne partie de ces musulmans en France sont contre ces actes antisémites. Éric Tegner, on voit ce que disait Alain Jakubowicz, qu'on est passé et comme disait aussi d'ailleurs Aurore Berger ce matin sur Europe 1, qu'on est passé maintenant à une sorte d'antisémitisme d'atmosphère. Je me demande même, Éric Tegner, si ce matin, on aurait parlé de l'antisémitisme s'il n'y avait pas cette convocation de l'ambassadeur américain au Quai d'Orsay. On a l'impression que c'est devenu tellement banal. On a l'impression que c'est devenu tellement chose courante aujourd'hui. Lorsqu'on voit toute la liste des actes qu'il y a eu cet été, on se demande où est-ce qu'on est aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et c'est là où c'est étonnant de voir un Emmanuel Macron et la Macronie autour de lui qui passent leur temps à donner des leçons de morale, donner des leçons d'humanisme, à critiquer aussi également Donald Trump, et on voit que finalement il faut attendre son ambassadeur qui va dire attendez, les Français, il faut peut-être se réveiller, le président de la République, il faudrait peut-être que vous mettiez à disposition de la communauté juive pour les défendre. Pourquoi je pense que c'est extrêmement inquiétant? C'est qu'au mois de mars prochain, Christine, il y a les élections municipales. C'est la raison pour laquelle, selon moi, beaucoup de maires aujourd'hui refusent de planter un arbre. Alors planter un arbre, c'est quelque chose d'assez commun. Je pense qu'on a tous planté des arbres lorsqu'on était jeune,
jeunes, en école maternelle, etc. C'est un moment qui permet de transmettre des valeurs aux plus jeunes. Et on sait aujourd'hui que les plus jeunes sont de plus en fait affectés par cette question de l'antisémitisme aujourd'hui. Soit ils en sont victimes, soit ils en sont coupables. Et c'est ça la grande problématique. Et donc on va pouvoir voir aux élections municipales prochaines, notamment autour de candidats de la France insoumise, un antisémitisme qui va être de plus en plus assumé pour aller essayer, tenter de mobiliser certains quartiers pour faire la différence. Éric Tegner sur Europe 1, Gabriel Cluzel. Oui, ce qui me semble tout à fait tabou dans ce débat, c'est qui commet des actes antisémites aujourd'hui. Est-ce que l'antisémitisme est tombé de la lune ? Il nous arrive comme ça, comme une catastrophe naturelle ? Non. Moi, je trouve qu'il serait intéressant, Bruno Retailleau avait commencé sur certains sujets à ouvrir les dossiers, à dire, bon, écoutez, il faut que les Français sachent. Moi, je crois que les Français doivent savoir qui commet les actes d'antisémitisme, comment cet antisémitisme débridé est arrivé sur notre sol, et ça me semble tout à fait nécessaire. Alors, est-ce que selon vous, Gabriel Cluzel, le fait de la part d'Emmanuel Macron de reconnaître la Palestine a une incidence concrète sur les actes antisémites en France ? Non, mais c'est une responsabilité très forte qu'il porte. Moi, j'ai été absolument stupéfiée par cette décision, parce qu'en réalité, je crois que ça a presque fait consensus. Je mets à part la France insoumise, mais dans l'opposition, une opposition qui est pourtant assez fragmentée, mais c'était une forme de prime donnée au Hamas. Beaucoup de gens pouvaient être d'accord avec l'idée de la fondation d'un État de Palestine. Non, mais que la France, ce grand pays qui est la France, décide à ce moment-là, en fait, c'est une question de calendrier, décide à ce moment-là, c'est-à-dire à la fin d'un processus, c'est l'oméga d'un processus dont l'alpha est le 7 octobre, décide de reconnaître l'État de Palestine, c'est dire, écoutez, le Hamas a eu raison finalement de faire ce qu'il a fait puisqu'il a obtenu cela. Et je crois que c'est une décision à minima d'une légèreté, je reste gentille, qui est stupéfiante. Je prends Jean-Luc au téléphone dans un instant. D'abord, Éric Tegner voulait réagir aux propos de Gabriel Cluzel. Oui, et ce qui est extrêmement grave, c'est que dans la foulée, la France a convaincu l'Australie, le Canada, près d'une dizaine de pays. Moi, j'ai honte de ce facteur-là. C'est-à-dire que... Vous avez honte de quoi, précisément ? De fait que la France, aujourd'hui, ait lancé un mouvement de reconnaissance de la Palestine. Mais en quoi c'est gênant ? Est-ce que le fait même de reconnaître l'État de Palestine est gênant, ou est-ce que c'est le moment qui vous gêne ? Le moment gêne. Également, les conditions n'ont pas été respectées. Le Hamas, aujourd'hui, est encore la principale force politique pro-palestinienne. Et en même temps, moi, ce qui est inquiétant, c'est l'état d'esprit. On se rappelle de ce rapport sur les frères musulmans. Et une des solutions qui a été préconisée par ce rapport, qui était délivré par le ministère de l'Intérieur, était de dire que finalement, pour donner un gage à ces populations qui vont être portés vers le frérisme, il faudrait reconnaître l'existence de la Palestine. C'est ça le problème, c'est de la soumission.